Bonjour à toutes et à tous. Je vais volontairement me mettre ici, d'abord pour être à une distance désagréable mais obligatoire et pouvoir vous parler autant que faire se peut le visage découvert. Donc je me mets volontairement très loin et je m'en excuse. Évidemment, d'abord merci Caroline d'avoir salué l'entreprise d'audiovisuel qui est à vos côtés. J'en profite pour dire, mais vous l'aurez dans la presse économique notamment, que Bruno Le Maire l'a redit, nous n'abandonnerons pas ceux qui souffrent aujourd'hui, parmi lesquels effectivement le secteur de l'audiovisuel, de l'événementiel. Il l'a affirmé encore, je ne sais plus si c'est cette nuit ou hier soir, que ce soit les fleuristes, que ce soit les boîtes de prod qui accompagnent les événements, que ce soit les photographes, que ce soit les traiteurs, que ce soit, bref, l'intégralité de la chaîne de valeur de l'événementiel. Juste vous dire que nous serons là et que nous porterons plus loin les efforts du Fonds de solidarité. On est parfaitement conscient de l'ampleur de la crise pour ce secteur et on a fait un peu, on a fait beaucoup, 460 milliards d'euros en quelques mois. Ces chiffres sont énormes et en réalité parlent assez peu. Notre pays est aujourd'hui en Europe avec le prêt garanti d'État et le Fonds de solidarité, et je pense que parfois on peut aussi reconnaître quand l'État est à la hauteur. Notre pays est incontestablement celui qui, notamment en Europe, a le plus accompagné à bon escient et tout à fait normalement ceux qui souffrent et qui, aujourd'hui, dans le secteur économique, ont de réelles difficultés. Comptez sur nous, le quoi qu'il en coûte est encore valable le 6 octobre et le sera dans les prochains mois. Nous démarrons aujourd'hui en commission, enfin nous, pardon, avatar de mon ancienne vie, mais j'ai été parlementaire et je salue ma collègue, Madame Ruyoton, qui est ici aujourd'hui. Le PLF démarre aujourd'hui. Et vous dire que nous avons ça en tête, matin, midi, soir et la nuit. Merci Caroline. Effectivement, nous avons eu le plaisir de nous connaître il y a maintenant de nombreux mois et nous avons énormément travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, pour tout vous dire, dans un moment particulier qui était celui du confinement. Nous avons ardemment travaillé sur des sujets de partage de la valeur et de responsabilisation du capitalisme au sein d'un groupe de travail que j'ai eu le plaisir d'animer. Peu importe les difficultés, les zooms étaient nombreux et ambitieux, faut-il le rappeler. Nous avons échangé avec de grands patrons inspirants que je vais me permettre de citer, parmi lesquels Xavier Fontanet, parmi lesquels aussi Bruno Bouygues, parmi lesquels aussi des jeunes chercheurs comme Gabriel Zucman. Nos réflexions ont traversé l'Atlantique, on a beaucoup écouté, on a beaucoup interrogé, on a beaucoup travaillé en profondeur sur cette notion de plus en plus, oserais-je dire, à la mode, effectivement, mais à une mode, j'espère, structurelle, qui est le capitalisme responsable. Nous avons même forgé des propositions dont j'ai défloré une ou deux mesures avant l'été, mais je crois que nous en avons encore pas mal à pousser ensemble et vous pourrez me trouver à vos côtés. Je le répète souvent, et je vais encore le faire ce matin, c'est indispensable, c'est même plus qu'important, c'est indispensable pour des femmes et des hommes politiques engagés comme je le suis sur ces sujets, d'avoir à ses côtés, d'avoir près de soi des think tanks, des clubs de réflexion, mais aussi, j'ai entendu Polytechnique, j'étais à l'ESSEC la semaine dernière, des chercheurs, des chaires d'innovation sociale qui de plus en plus s'intéressent et se positionnent sur ces sujets. C'est indispensable pour pouvoir nourrir notre action, prendre le recul nécessaire, prendre de la distance et répondre à cette question qui, je crois, dépasse d'ailleurs, et j'en suis ravi, le seul cercle politique, voire même économique, sujet qui intéresse les Français, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le capitalisme responsable? Voilà, vaste sujet auquel, je vous rassure, je ne ferai pas une digression pendant 3 heures, même si ça n'est pas l'envie qui m'en manque. Et depuis ma prise de fonction, c'est-à-dire à peine 3 mois, j'ai pu prendre connaissance, et je vous recommande d'ailleurs, l'excellent rapport de l'Institut Montaigne et du comité Médicis, co-publié par le tout aussi excellent Jean-Dominique Sénard, que je salue aussi indirectement ce matin, avec Yves Perrier, et intitulé « Le capitalisme responsable, une chance pour l'Europe ». Au-delà de la France, je crois que le mot « Europe » est important, je vais y revenir. J'ai pris aussi connaissance des nombreuses propositions du cercle de Giverny, dont j'imagine que vous avez lu certaines propositions fort intéressantes, mais aussi du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVES. Et la semaine dernière, je le disais, j'étais à l'ESSEC pour l'introduction du séminaire Business and Society, dont, entre nous, les effectifs grossissent d'année en année. Et en fait, j'ai tous les jours l'occasion de constater
l'absolue richesse des contributions du monde économique. On est ici ce matin pour récompenser, tu l'as dit Caroline, de la Marnière, je précise, je me bats pour qu'on dise nos noms, mesdames. Voilà. Je sais qu'on est plusieurs dans ce combat. Voilà. Moi, je m'appelle Olivia, mais je m'appelle aussi Grégoire. Quand on parle des hommes, et notamment des députés, on dit monsieur machin. Eh bien, nous sommes certes des femmes, mais nous avons aussi des noms. Donc, Madame de la Marnière, on est ici pour récompenser des dirigeants, des entrepreneurs qui, en vrai, n'ont pas eu besoin de l'État, ni de l'impulsion de l'État, pour changer de modèle. Et pour devenir des capitalistes d'intérêt général. Je précise que dans ma bouche, c'est plutôt un compliment que de ne pas attendre l'impulsion étatique pour prendre ce type d'orientation. L'imaginaire collectif oublie assez souvent que la propriété porte en elle intrinsèquement la responsabilité. C'est après tout la base, la véritable base de notre droit civil. Et je vous passe les détails, mais vous les connaissez, de la théorie de l'abus de propriété. En revanche, et je ne cesserai de le rappeler, le capitalisme n'est en rien la loi de la jungle. Peut-être qu'on ne fait pas assez de droit civil en école de commerce, ou peut-être que les étudiants en philosophie n'étudient pas assez l'économie. Ça, c'est une de mes convictions. Et le temps qui nous est accordé ce matin ne nous permet certes pas ce débat, mais je me bats au quotidien pour que le capitalisme responsable ne soit pas considéré comme un oxymore. C'est justement tout l'enjeu d'avoir, au sein du secrétariat d'État dont j'ai la charge, la responsabilité de rassembler l'économie sociale et solidaire, d'une part, et l'économie responsable, de l'autre part. Pour tout vous dire, j'ai mis plus d'1 an, et je suis un peu têtue, à pousser cette idée d'un secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable à Bercy, avec un excellent ministre de tutelle avec lequel j'ai eu l'honneur de porter la loi Pacte, tu le disais. J'ai mis un peu plus d'1 an à pousser cette idée au sein de l'exécutif, et j'ai un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi, pour atténuer cette séparation, encourager la réunion aussi de l'économie sociale et solidaire et de l'économie responsable. Séparation que je vais essayer d'atténuer, mais séparation qui est assez injuste en réalité, et je vous le dis ce matin, parce que je vois énormément d'entreprises qui se démènent pour préserver l'emploi, pour trouver des technologies capables de rendre le monde plus soutenable. Tant d'entreprises en réalité qui me rendent fière et qui m'inspirent au quotidien. Je vois dans le mandat qui m'a été confié, bien sûr, une injonction à faire mieux, mais je considère aussi que ma mission est aussi de valoriser un modèle social qui est déjà performant en France, des valeurs françaises et européennes qui font la richesse des entreprises. Pour permettre à la fois le changement et la valorisation des meilleures pratiques, il faut d'abord les connaître. Permettez-moi donc rapidement un très bref exposé des chantiers qui vont être les miens dans les prochains mois. Vous savez parfaitement qu'en France, ça fait 20 ans que nos grandes entreprises ont des exigences en matière de reporting extra-financier. Vous savez aussi que nous avons beaucoup précisé les exigences de la directive de 2014 lors de sa transposition. Vous savez aussi que nous avons été les premiers à mettre en place un reporting ESG pour les investisseurs. Et vous savez enfin, et je crois que nous n'avons pas à en rougir, que nous avons été les premiers à poser un devoir de vigilance, que ce devoir de vigilance est unique et qu'il est tellement unique qu'il inspire et qu'il devrait faire l'objet d'un texte similaire au niveau européen. Ces dispositifs vont tous être renforcés dans les années à venir. C'est, je le crois sincèrement, et c'est au cœur de mon engagement, c'est, je crois, le sens de l'histoire. La transparence va augmenter, mais je crois surtout, et ce ne sont pas des mots ou un jeu sémantique, je crois qu'au-delà de la transparence, c'est surtout la pertinence qui va et qui doit s'améliorer. Le lecteur de rapport annuel, le consommateur, l'épargnant, le citoyen, l'étudiant souhaite une information juste, accessible, lisible. Sans la lisibilité, vous le savez, l'information perd son rôle de signal et en réalité, c'est du temps perdu pour tout le monde, pour les entreprises comme pour les lecteurs. Je pense que si nous restons sur la position du « chaque entreprise est différente et donc il faut au moins un rapport de 150 pages pour comprendre sa propre performance ESG », alors nous ne réussirons pas et nous irons dans le mur.
Avec le reporting ces dernières décennies, on a souhaité satisfaire un peu tout le monde avec ses spécificités. Et malgré les efforts, et j'ai parmi mes caractéristiques une forme d'honnêteté intellectuelle et une forme de franchise, malgré tous nos efforts, on n'a pas satisfait tout le monde et on a presque, en réalité, vis-à-vis de l'opinion publique, satisfait personne. Tu as employé ces mots de greenwashing, tu as employé ces mots de social washing. Bon, dans l'esprit des citoyens, là je parle vraiment de l'opinion publique, des citoyens du quotidien, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, non, la responsabilité sociale des entreprises, pardon, elle a réussi à passer en fait d'une chose qui était quelque part 100% marketing à une chose qui est mi-techno, mi-chiffré, mi-marketing. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ce cocktail ne satisfait pas l'opinion publique qui s'intéresse pour autant de plus en plus à nos problématiques. Je pense qu'ensemble, on souhaite que ça évolue, que ça change. C'était les premiers pas de la RSE ces dernières années. Et maintenant, on est vraiment à un moment, je crois, important pour l'histoire de la RSE. Ce sera incontestablement un de mes principaux chantiers dans les prochains mois. Il faut un socle commun d'indicateurs de performance environnementale, sociale et de gouvernance qui soit, allez, simple, c'est peut-être un grand mot, en tout cas, le moins complexe possible, interopérable et valable pour tous. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne pourra pas expliquer son modèle d'affaires ou ses spécificités en matière environnementale, sociale ou de gouvernance. Mais ça veut dire qu'il nous faut incontestablement travailler ensemble et travailler en Europe, je vais y revenir, à un socle commun d'indicateurs applicables à tous. Ce sera le chantier de la révision de la directive sur le reporting extra-financier prévu au premier trimestre 2021. Ce n'est pas au calendrier grec, c'est demain. Et ces mois-ci, jusqu'à Noël, déjà, l'Europe travaille, les groupes de travail sont à l'œuvre. Et sur ce chantier, nous devons être prêts. Nous serons prêts. Je crois que, et je vais le dire avec force, je crois que la performance extra-financière et l'impact ESG est loin d'être une contrainte supplémentaire pour les entreprises françaises. Je crois que, bien sûr, au plan environnemental, il nous faut stabiliser des indicateurs, le travail est en cours, mais au plan social et au plan de la gouvernance, je ne vais pas paraphraser Bruno Le Maire, mais presque, on peut être fier d'être français. On ne doit pas se jouer à se faire peur sur l'impact social. Quand on a la qualité du droit du travail que nous avons, et parfois sa lourdeur et son ampleur, c'est aussi un item de protection sociale. Et en France, la qualité de l'impact social et de la gestion sociale de nos entreprises, je le crois sincèrement, en matière de partage de la valeur, en matière de formation, en matière d'égalité femmes-hommes, même s'il nous faut encore poursuivre le travail, mais il est quand même plutôt encourageant. Certes, il reste 17 000 entreprises à convaincre, mais je dirais que le jeu est, enfin, le travail est lancé, le chantier est lancé. Je crois qu'on n'a pas à se faire peur sur le volet S de l'impact ESG quand on a la chance d'être une entreprise française, et je pense même, quitte à être un peu à rebours, que c'est une opportunité pour les entreprises françaises. Je terminerai, pour ne pas être trop longue, sur quelques paradoxes qu'il s'agit aussi de résoudre grâce à la révision de cette directive et à la combativité, croyez-moi, de la France en la matière. Le premier, c'est celui de l'alliance entre la performance de notre modèle social, notre avance en matière de réglementation ESG, incontestablement, et quelque part, la standardisation et la notation. Malgré nos atouts incontestables, et vous le savez très bien, nos entreprises sont notées, évaluées par des agences non européennes. Et les standards utilisés sont rarement français ou européens, pour ne pas dire plus. Dans le jeu économique, au même titre qu'un jeu de société, la règle, c'est la norme. Qui contribue à l'élaboration de la norme pourra contribuer et agir en matière d'évaluation et de notation. Vous le savez, dans ce sérail, nous avons eu le même sujet il y a 20 ans sur la norme IFRS, sur la norme comptable. De grâce, et c'est vraiment le cœur de mon engagement, et je peux vous dire que
c'est directement au président de la République que pendant des mois et des mois et des mois, et auprès de Bruno Le Maire, j'ai poussé cette idée de grâce. Ne refaisons pas les erreurs que nous avons faites avec la norme IFRS. Nous devons influer lourdement la norme européenne. La France a moyen d'être force de proposition pour contribuer à cette norme et faire en sorte que dans les années qui viennent, on n'ait pas à pleurer parce qu'on n'a pas d'agence de notation extra-financière européenne ou française, mais que nous nous créions les conditions pour pouvoir avoir des agences de notation européennes sur la performance extra-financière. Dit autrement, et je le dis parce que c'est au cœur de mon engagement politique aujourd'hui, hier aussi et demain, dit autrement, les données de performance extra-financière, les données d'impact ESG sont des données d'intérêt général. La France, l'Europe est le pays de l'open source. Faire payer des données d'intérêt général, comme nos amis américains le poussent dans leur intérêt, ça n'est pas possible pour l'Europe. La France doit se battre, nous devons pousser des données de performance extra-financière et d'intérêt général, accessibles, je l'ai dit, lisibles et gratuites, pour venir nourrir aussi le débat économique avec les ONG, avec les chercheurs, avec les citoyens. C'est pas, alors vous le savez ici, mais on doit tous être des ambassadeurs de cette idée. Ça n'est pas un sujet de spécialiste. Ne présageons pas du fait que l'opinion publique ne s'y intéresse pas. Moi, j'ai ces discussions avec des gens qui sont très loin de l'économie. Le citoyen lambda, dans notre pays, comprend très bien ce que ça veut dire quand on lui dit « il y a le profit », oui, mais il n'y a pas que le profit. Et comment on comptabilise, comment on évalue ce qu'une entreprise fait à côté du profit, en parallèle du profit. Les Français sont passionnés, et notamment les jeunes, par ce sujet-là. Ça n'est pas un sujet de férus de la taxonomie européenne. C'est un sujet d'opinion publique. C'est un sujet qui interpelle nos jeunes, qui interpelle les actifs. Vous le savez, vous le voyez. Ils n'ont plus envie d'aller dans des entreprises dont l'impact, la performance environnementale ou sociale est médiocre par rapport au profit. C'est une réalité depuis plusieurs années. C'est aussi une réalité des consommateurs. Vous le savez comme moi, la consommation change structurellement en faveur d'entreprises qui produisent des biens et des services responsables. C'est en ça que je dis que c'est le sens de l'histoire. Ça n'est pas un sujet de spécialiste, c'est juste un sujet, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est un sujet de souveraineté. C'est un sujet de souveraineté économique fondamental pour la France. Le second point qui est important, au-delà de la notation, c'est de ne pas perdre de vue le citoyen dont je parlais, ce jeune actif là qui rentre sur le marché du travail et qui s'intéresse à ces sujets. Bien souvent, c'est normal, on a aussi tâtonné pendant des années, ces données de performance extra-financière, elles sont rarement accessibles, elles sont souvent complexes et souvent assez inaccessibles pour le grand public. Et je pense que ici, c'est aussi un sujet qu'on doit porter en Europe parce que quelque part, il s'agit d'une question de transparence dans le chantier qu'on va mener ensemble sur ces référentiels qui doivent être compréhensibles aussi de l'opinion. Il s'agit d'une question de transparence et donc, par construction, aussi d'une question de confiance. Si on met en place des indicateurs qui sont absolument incompréhensibles pour le grand public d'ici 2 ou 3 ans, on aura eu beau jeu de faire le travail de fond, mais en rien on ne fera avancer la cause qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire la responsabilisation de ce capitalisme. Si je suis, et j'en termine, si je suis aujourd'hui à Bercy, au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est non seulement, et je vous le dis aussi avec force, non pas à cause, mais grâce à mon engagement fort et sincère sur ces sujets-là, nourri par des spécialistes, nourri par toi notamment, nourri par l'Institut du capitalisme responsable et tous ceux que j'ai cités. Mais je veux vous le dire, on va être très clair, je ne serais pas là, vraiment, si le président de la République ne s'y intéressait pas tout autant que moi, voire plus. Il est redoutablement calé, et sur la question de l'économie sociale et solidaire, et redoutablement interpellé par cette question de la responsabilisation du capitalisme. C'est grâce à lui, et c'est parce qu'il a entendu ce que j'ai voulu lui dire depuis des mois, que je suis là où je suis. Il considère ce sujet, et je vous l'assure, comme absolument essentiel pour les années qui viennent. Je serai donc très présente au niveau européen, j'ai déjà commencé, je rencontre et je vais rencontrer régulièrement avec mes collègues du gouvernement nos homologues commissaires. Je serai aussi très présente et je vais suivre très attentivement
en étant à votre disposition, si vous souhaitez de plus amples informations, les travaux de la Task Force européenne sur les indicateurs présidée par l'excellent Patrick de Cambourg. Et nous défendrons corps et âme, et je peux vous dire qu'on est alignés, et sans trahir de secret, qu'on se voit très souvent pour savoir comment ça avance, nous défendrons corps et âme une position française ambitieuse qui porte à la fois sur le contenu, bien sûr, de la directive, mais aussi sur la forme des indicateurs, je vous l'ai dit, accessibles, interopérables et gratuits, en tout cas, pas des données d'intérêt général qui soient payantes. Alors, bien sûr, il y a du boulot, mais comme disait l'autre, si je me permets, là où il y a une volonté, vous connaissez la suite, il y a un chemin, cette volonté, nous l'avons. Sans mauvais jeu de mots, nous sommes en marche sur ce chemin et on est nombreux aussi au sein du Parlement à s'intéresser de très près à ce sujet. Je ne doute pas que le sujet, évidemment, vous ne seriez pas là, passionne l'ensemble des membres présents ce matin. Je suis totalement à votre disposition. Faut-il rappeler qu'un ministre est avant tout un serviteur? C'est ce que je me dis tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant. Serviteur pour nourrir aussi vos questionnements et serviteur aussi pour recevoir vos idées, vos intuitions sur ce sujet qui est le nôtre. En conclusion, je vais donc encore vous demander des choses. J'en ai déjà beaucoup demandé à l'Institut du capitalisme responsable. Nourrissez-nous, nourrissez-moi. Vos entreprises pratiquent déjà, pour partie, énormément de choses en matière d'impact ESG. J'ai besoin de ces éléments, de ces inspirations, et avec l'engagement qui est le mien, avec les parlementaires de la majorité, avec les commissaires européens du groupe Renew, nous porterons ensemble une position française ambitieuse. Un très grand merci, je ne serai pas beaucoup plus longue, un très grand merci parce que, petit clin d'œil, j'oublierai jamais les conditions dans lesquelles on a travaillé, et peu importe les prochains mois, même s'ils sont difficiles, on continuera à travailler ensemble au service de cette responsabilisation du capitalisme auquel je crois, je pense que vous l'avez senti, plus que tout. Je vous remercie et bon petit déjeuner et plaisir de vous écouter.